C'est l'heure des informations sur Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. Conseil économique et social ou encore Sénat, quelle est l'utilité de ces deux institutions? Dans son émission Face à l'actualité, le porte-parole du gouvernement a donné les explications. Il est aussi revenu sur les actions du gouvernement pour lutter contre les inondations. Vainqueur du prix découverte RFI au pas entre dans la cour des grands. L'artiste béninois confirme son ascension et son style unique. Entretien exclusif pour revenir sur son parcours et ce qui l'inspire. C'est la pause culture de ce dimanche. Et puis Coupe du Monde, le Maroc frappe fort face au Canada et confirme sa place de révélation du tournoi. La France s'en sort face au Paraguay et décroche aussi son ticket pour les quarts de finale. Maroc-France, c'est l'affiche choc à venir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est une solution qui vient de la terre pour sauver la terre. En cette saison des pluies, l'érosion des sols gagne du terrain dans plusieurs localités. Pourtant, le vétiver, cette plante aux racines profondes et très résistante, aide à stabiliser les sols. Atori Bossito, un passionné, œuvre à sa multiplication, mais aussi à la sauvegarde d'autres espèces menacées. Reportage Karamat Agbataou, Makiloud Adam Sodé et Arnaud Tossé. C'est sur un espace de 4000 mètres carrés que Simplice s'est donné une mission, celle de produire et d'entretenir des pépinières. C'est son quotidien, c'est surtout sa passion. Ici, plusieurs espèces rares retrouvent une seconde vie. Et voilà le fruit qu'on peut obtenir du cacaoyer à maturité. Ouais. Et c'est à partir de ça qu'on produit le cacaoyer justement. D'accord. Là, par exemple, vous avez le Vites doniana, qu'on appelle en fond fonti. Là, vous avez le 4 côtés, Tetra pleura, qu'on appelle l'India en fond. Et là, vous avez l'arbre à pluie. L'arbre à pluie. C'est-à-dire grand arbre qu'on retrouve en forêt naturellement, mais qui est en voie de disparition également. Comme nom scientifique, on l'appelle Samanea saman ou Albizia saman. Alors, le vétiver, c'est ça? Le vétiver, oui. Il est où? Il est là, il est juste là, le vétiver. C'est ça, le vétiver? Voilà. Une excellente plante. À travers ses racines, il fixe le sol. C'est une plante qui est censée envoyer ses racines jusqu'à 5 mètres en profondeur. Donc quand on l'installe quelque part où il y avait de l'érosion due au ruissellement de l'eau, il est là, il bloque le sable, il retient les particules de sable et il empêche l'érosion d'avoir lieu. Le vétiver ne produit pas de graines. Il ne peut donc pas être semé. Pour le multiplier, une seule solution, le bouturage, encore appelé division des touffes. Je tire de toutes mes forces. Voilà, allez-y. Voilà. Ah, c'est réussi. Là, c'est sorti. On a un éclat de touffe. Il a cette portion-là avec le bout de racine, là, c'est déjà bon. Dès que vous la mettez quelque part, elle finit par développer le système racinaire et devenir autonome. La préparation des pépinières demande peu de matériel. Des sachets en polyéthylène, de la terre végétale. Voilà. Là, j'ai mis ça jusqu'à la moitié du sachet. Je positionne maintenant mon fragment de vétiver dedans, mon fragment de touffe. Je le positionne dans le sachet polyéthylène comme ceci. Comme ça, de tous les côtés, de manière à ce que notre touffe soit centrée au milieu du sachet. Donc on met la terre végétale de part et d'autre. Les jeunes plants sont ensuite transférés sur un autre espace. Ils y sont soigneusement alignés et entretenus. Arrosage, désherbage et suivi régulier permettent aux plants de bien se développer avant leur mise en terre définitive. Quand on a un bassin versant où la forte pluie, les précipitations font que quand l'eau ruisselle, ça emporte le sable, alors avec le vétiver, on peut protéger cette surface-là et empêcher que l'érosion ait lieu. Dans un contexte de changement climatique, le vétiver s'impose comme une solution naturelle et durable. Une plante aux multiples atouts qui mérite toute sa place dans la préservation de notre cadre de vie.
Il était vendu sans contrôle. Aujourd'hui, il est traqué. Le pesticide Sniper est désormais un produit recherché par les services de contrôle, interdit par le gouvernement en raison de sa dangerosité. Ce produit fait l'objet d'une vaste opération de retrait à Parakou. Les équipes de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgou à Libouri multiplient les descentes dans les marchés. Constat avec Ronald Robinson et Abdoulofou Idrissou. À peine descendus de leur véhicule, les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce prennent position. Les rayons sont inspectés un à un. L'objectif est précis. Retrouver le Sniper, ce pesticide que le gouvernement vient d'interdire sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement a pris une décision d'interdire la vente et l'utilisation du produit Sniper à cause de son caractère très très dangereux et nocif. Donc suite à cette décision, notre ministre nous a instruit à l'effet de procéder au contrôle inopiné pour saisir systématiquement tous les stocks qui sont exposés dans les différents points de vente. Boutique, supérette, à chaque étape, le même scénario se répète. Des flacons quittent les étagères pour rejoindre les sacs de saisie. Parfois, le produit est retrouvé à quelques centimètres seulement des denrées alimentaires. Il y a malheureusement certains supermarchés qui vendent aussi bien les produits alimentaires et le Sniper, ce qui n'est pas normal. Nous avons retiré tout ce que nous avons eu. Nous sommes allés aussi au marché Arzaké. Là, nous avons fait le tour du marché, nous avons récupéré d'importantes quantités. À chaque fois que nous aurons les occasions, nous allons sensibiliser et ensuite nous allons passer à la phase répressive. Cette première descente marque le début d'une offensive plus large. Aujourd'hui, les agents sensibilisent. Demain, les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes. À Parakou, le message est désormais sans équivoque. Le Sniper n'a plus sa place sur les étals. Je vous le disais en titre, les réformes du président Romuald Wadaye ont apporté du nouveau dans l'architecture politique et administrative. Il s'agit notamment du CES et du Sénat. Quelle est l'utilité de ces institutions dans le concert républicain? Wilfried Léandre Mbouidi nous en parle. Le président Wadaye a formé un gouvernement, le président Talon avant lui, et vous avez vu d'éminentes personnalités qui n'ont jamais mis un pouce ou un orteil en politique. Parce que ce sont des techniciens qui ont été appelés comme tels. Regardez plein de nos structures publiques du périmètre de l'exécutif dédiées à la prise en charge de certaines questions qui doivent participer à l'amélioration globale des conditions de vie des populations. On ne demande pas aux gens de quel parti ils relèvent. Donc, l'aspect politique n'est pas le principal déterminant dans ces cas-là. Par contre, il y a des institutions, et souffrons qu'il en soit ainsi. Si vous voulez aller à l'Assemblée nationale, même si vous êtes le meilleur technicien, le meilleur spécialiste de votre secteur d'activité, si vous n'appartenez pas à un parti politique, vous n'allez pas vous retrouver à l'Assemblée nationale. C'est ainsi, hélas. Sauf si demain nous disons que même à l'Assemblée nationale, il faut faire un quota pour des techniciens et à partir de ce moment-là, vous irez voir quels sont les corps de métier qu'il faut aller intégrer et quels sont ceux qui ne devraient pas être intégrés. On n'en sortirait pas. Le Sénat, par essence, lui, il est davantage, encore plus politique, mais alliant également de la technicité parce que vous avez des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, des gens qui ont été au commandement des forces de défense et de sécurité. Et si tout cet ensemble ne fait pas les 25 prévus, la différence est apportée par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui ont été nommés pour aller au Sénat, si les membres de droit atteignaient le nombre de 25, les 14 personnes qui ont été désignées mercredi ne l'auraient pas été. Voyez-vous? Donc, oui, pour que nous ayons des institutions pertinentes, efficaces, et cela me permet de revenir sur le CES. D'accord. Parlons-en. Il y a eu une réforme ambitieuse du Conseil économique et social pour en faire une institution davantage au service de la population et du développement de notre pays. Et nous avons vu comment, pendant le mandat transitoire qui s'est achevé là, l'équipe, avec son président en tête,
a pris à cœur sa mission, a écumé notre pays, a tenu des rencontres avec les populations pour leur apporter le message de la République, des institutions, leur expliquer telle décision, telle loi. Ça montre l'efficacité d'une telle institution et désormais, la pratique ne devrait pas déroger à ce qui a été institué grâce à cette réforme. Et je crois que les populations apprécient bien de voir un Conseil économique et social plus proche d'elles et plus efficace aussi que cela n'a été par le passé. Et puis, je finirai avec le souci de rationalisation qui anime les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Notre pays dans son ensemble, parce qu'au-delà des dirigeants, c'est tout le peuple béninois qui va dans ce sens. On vient de modifier la loi sur le Conseil économique et social en lui intégrant les fonctions du médiateur de la République. Jusque-là, il y avait une institution à part, la médiature, mais désormais, on sait que le premier vice-président du Conseil économique et social va porter les responsabilités de médiateur de la République. Cela participe aussi donc du souci de rationalisation et d'efficacité de l'action publique au service de nos citoyens. Et le Bénin, comme d'autres pays dans la sous-région, connaît ces derniers temps de fortes pluies. Plusieurs localités sont inondées. Mais que fait le gouvernement face à cette situation? Le ministre porte-parole du gouvernement a apporté les éléments de réponse dans son émission Face à l'actualité. Jérôme Mbo et Mohamed Bio nous en proposent un extrait. Nous avons tous intérêt à ce qu'il pleuve et à ce qu'il pleuve bien. Mais surtout à ce qu'il pleuve à temps et pas à contre-temps, du fait des changements climatiques et de leurs conséquences néfastes sur l'environnement et sur le quotidien de nos populations. Parce que quand il pleut bien, au moment où il doit pleuvoir, c'est bon pour l'agriculture, absolument. C'est bon pour nos agriculteurs, c'est bon pour nous aussi qui sommes dans les villes, parce que nous avons de toute façon besoin de manger. Et il faut rendre hommage à nos agriculteurs pour cela. Maintenant, les pluies deviennent un problème lorsqu'elles arrivent à contre-temps ou lorsque subitement elles arrivent en telle abondance que cela nuit à la qualité de vie des populations, même si c'est pour un moment. Par exemple, avec les fortes pluies que nous connaissons sur Cotonou et dans la sous-région de façon générale, on a pu voir effectivement comment le temps des pluies, la congestion des voies est faite, comment les eaux stagne un moment. Mais fort heureusement, parce que on parle du Bénin, mais les réseaux sociaux, les médias nous donnent également à voir la sous-région. Et on devrait se poser la question aujourd'hui de savoir si le Bénin, depuis quelques années, ne s'était pas engagé dans les investissements massifs, conséquents qu'il a réalisés pour améliorer le cadre de vie des populations, ou est-ce que nous en serions? Parce que quand on regarde la sous-région, où on dénombre des morts, malheureusement, où des infrastructures sont détruites et où les eaux prennent carrément possession des rues, ça n'est pas encore le cas au Bénin et ça ne le sera plus grâce justement aux investissements que nous avons réalisés. Mais pour rester sur l'actualité des eaux, on a vu effectivement il y a 2 ou 3 jours sur la liaison entre Calavi et Cotonou en particulier, au niveau du pont de Djonou, qui a fait que beaucoup d'usagers ont dû subir un détour énorme. Et des gens qui ont quitté Calavi pour Cotonou, même quand ils sont partis tôt pour échapper aux embouteillages traditionnels, ils ont mis à minima 1h30, 2h, et c'était en fait 4h, voire 6h, à cause des détours inhabituels et de l'affluence aussi des voitures et des engins sur les routes. Mais là-dessus, je peux vous dire, nous avons été dans l'anticipation. Parce que vous devez vous souvenir, même si je pense que nos concitoyens qui nous suivent n'ont pas le souvenir de ce que je vais dire. Vous, au moins, vous devez vous souvenir de ce que, il y a 2 ans déjà, le gouvernement avait annoncé les travaux de reprise de ce pont de Djonou. Il aurait dû être déjà reconstruit totalement, plus moderne, plus grand. Autant que le vieux pont de Cotonou, que nous appelons ancien pont. C'est ça. La décision avait été déjà prise de les réaliser sur budget national. Il se trouve qu'entre-temps, nous avons vu les choses en plus grand, plus moderne et futuriste, et nous sommes entrés dans un programme avec la Banque mondiale, un programme dit de mobilité urbaine, et dans ce cadre-là, la reprise du pont de Djonou, comme celui
de Cotonou, le Vieux Pont, s'agissant de lui, a été intégré dans ce programme de mobilité urbaine. C'est ça qui a fait que la réalisation de ces 2 ponts a été différée. Les accords ont déjà été signés, rassurez-vous, avec la Banque mondiale. Mais il fallait reprendre les études, structurer autrement les projets, parce qu'à terme, nous voulons également favoriser le transport fluvial. De Porto Novo jusqu'à Calavi, en passant par Cotonou, mettre en exploitation nos plans d'eau. Et pour ça, il nous faut des ponts d'une certaine dimension. C'est pour cette raison que le pont de Djonou est encore dans cet état et a malheureusement produit les inconforts que nous avons observés du fait de ces pluies. Mais quand la situation est arrivée, tout de suite, le gouvernement a apprécié et l'une des réflexions du chef de l'État a été de demander au ministre du Cadre de Vie et des Transports de voir comment on accélère la réalisation de ce pont pour que dans les années à venir, nous ne vivions plus la situation qui a été enregistrée il y a quelques jours. Et dans l'immédiat, le ministre du Cadre de Vie a pris les dispositions pour qu'avec une pelle amphibie, il y ait une intervention d'appoint qui soit faite là afin de faire drainer davantage les eaux en améliorant la profondeur pour que cela ne stagne plus au point de déborder et de créer les ennuis que nous avons connus. Cela dit, les travaux de reprise de ce pont dans le cadre du programme de mobilité urbaine devraient durer 2-3 ans quand ça va commencer, mais c'est pour dire qu'à l'arrivée, nous aurons de meilleurs conforts de circulation et que les eaux ne resteraient plus là comme on a observé cette fois-ci. Et ça doit nous rassurer parce que quand nous voyons le programme qui a été fait dans Cotonou pour assainir, et pas que, habituellement... Vous voulez parler du PAPC, le programme d'assainissement pluvial. Je veux parler du programme d'assainissement pluvial de Cotonou en particulier, associé à asphaltage dans son ensemble, mais particulièrement le PAPC, qui, quand bien même, il n'est pas encore totalement achevé, nous permet aujourd'hui de vivre plus sereinement, malgré les pluies qui tombent, et même lorsqu'elles tombent en abondance, parce que les eaux sont mieux drainées, les exutoires sont connus, et les eaux vont vers leur lit naturel d'écoulement, ce qui fait que, contrairement à ce que nous observons ailleurs, les eaux à Cotonou aujourd'hui n'en imposent plus particulièrement aux populations. Donc les perspectives sont plutôt très bonnes, et je crois que nous devons être rassurés de ce que, avec la détermination du gouvernement, les travaux prévus seront réalisés, et à partir de là, nous vivrons mieux et nous conjuguerons au passé certaines anomalies, certains inconforts que ces pluies nécessaires nous causent lorsqu'elles viennent trop en abondance et parfois à contre-temps. Rencontre avec OPA, prix découverte RFI 2026. Franchement distingué, il s'impose comme l'une des figures montantes de la musique béninoise. Une reconnaissance qui vient confirmer un parcours et une identité artistique affirmée. Nos équipes ont rencontré OPA pour un entretien exclusif. Occasion de revenir sur son parcours, ses influences et les défis qui accompagnent cette nouvelle étape de sa carrière. C'est la pause culture du dimanche avec Naomi Soumanou et Belvida Attali. En quelques mois, son nom a traversé les frontières et conquis tout un continent. Il s'appelle OPA. La personne qui m'écoute me découvre ma personnalité à travers ma musique. J'essaie réellement d'être le plus authentique possible dans mon art, de faire quelque chose qui me ressemble et qui ramasse tout ce que j'écoute. Je dirais ça, ma musique est un livre. J'ai remarqué que tu mélanges justement plusieurs styles. Tu mélanges de l'afrobeat, du jazz. Exactement. Voilà, plein de styles musicaux. Et tu chantes aussi en langue fon, en français, en anglais. Ouais. Qui est ton public cible? Alors, mon objectif c'était réellement d'exporter. En fait, de faire en sorte que le monde puisse découvrir le Bénin à travers ma musique. Français, déjà, pour commencer. Fon, parce que c'est la langue la plus parlée au Bénin. Et je suis de culture fon aussi, donc très important de mettre ma culture dans la musique que j'ai fait. Et anglais, parce que j'aimerais toucher le public afrobeat et anglophone de base. Né à Abomey, révélé à Cotonou, OPA est le produit d'un Bénin qu'il chante avec autant de fierté que d'ambition.
En mars 2026, il est devenu le premier artiste béninois à remporter le prestigieux prix Découverte RFI face à 9 finalistes venus de tout le continent. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris tes textes? Et tu as commencé à chanter très jeune, il me semble. Comment ça a commencé? Ouais, alors, il faut dire que ça a commencé au cours primaire. Moi, depuis le cours primaire et tout, je produisais le son, j'essayais d'écrire. Et parlant de ce qui m'inspire, je dirais tout, c'est-à-dire les expériences de ce qui se passe autour de moi, mes situations personnelles aussi. Et souvent aussi ce que j'ai envie de transmettre, des messages que j'ai envie d'envoyer aux gens. Si ta musique était un plat béninois, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je dirais beaucoup plus Mantindien. Ok. Ouais, parce que franchement, enfin, si on doit définir Mantindien, ça veut dire sauce légumes où il n'y a pas d'espace. Donc, ouais, il y a tellement d'ingrédients qui rentrent en jeu et tout. Parce que moi, j'écoute vraiment de tout pour créer quelque chose d'unique. Des artistes avec qui tu aimerais collaborer dans les prochaines années ou dans un futur proche, hein? Moi, le plus important pour moi, c'est d'entrer en studio et de faire de la bonne musique. Je peux collaborer peut-être avec un artiste qui n'est pas forcément très connu, mais la certitude que j'ai de pouvoir produire du bon son suffit, en vrai. Ils sont nombreux, mais déjà, on va commencer par le Bénin, je dirais Péoleka. J'adore sa voix, je suis un très grand fan de sa musique et tout. Et pouvoir créer quelque chose et avoir sa voix sur ma musique, ça serait quelque chose d'incroyable. Par contre, il y a un artiste que j'aime bien, en fait, qui m'a inspiré par son parcours et tout, c'est Wizkid. On te compare souvent à Taiki. Taiki que j'adore d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça avec vu que tu as un style quand même unique? C'est bien en fait comme compare à quelqu'un d'aussi grand que Taiki parce que c'est incroyable ce qu'il accomplit. Souvent ce que moi j'entends c'est Taiki du Bénin. Je suis Opa. Mon nom c'est Opa. Ma musique c'est la musique d'Opa. Je ne suis pas Taiki. Donc me comparer à Taiki, dire que je serais aussi grand que lui, c'est bien, mais appelez-moi Opa. Opa ne cherche pas à imiter, il cherche à hériter et à innover. Et quand tu as dit que tu voulais faire de la musique, est-ce que ça a surpris ta famille? Parce que ça, on connaît. Ouais, alors, je vais dire que la seule personne qui a été surprise par mon choix, c'était mon papa. Il ne me voyait pas venir sur ce terrain jusqu'au jour où il écrit une chanson pour son anniversaire. C'est là qu'il découvrait que son fils écrivait des chansons. Tout de suite, il n'a pas été d'accord parce qu'il se disait que j'étais quand même brillant à l'école et que j'étais quand même promis à un avenir quand même radieux. Enfin, d'un point de vue bureau et tout le reste. Quand il s'est posé et qu'il a écouté les chansons que j'ai faites, parce que j'avais déjà enregistré pas mal de chansons studio avant de venir vers lui, il était réellement conquis parce que c'est un amoureux de musique de base. Je pense pas que parmi mes fans, il y en a qui sont aussi pointilleux sur les détails de ma musique que mon papa. Il est l'un de mes plus grands fans actuellement et tout. Il y a ma maman, elle savait depuis parce que chaque fois à la cuisine, j'étais là avec les bassines, on jouait, on essayait de chanter. Donc elle savait un peu. Je pense qu'on a tout à la maison, la fibre musicale. Puis qu'on n'embrasse pas réellement. Je suis le seul qui a réellement vraiment fait le truc. Mais mon frère, ma soeur, papa, maman, tout le monde aime la musique. Ouais, c'est une atmosphère vraiment artistique. Ouais, exactement. Tu dis vouloir exporter ta musique. Tu veux que ta musique béninoise soit connue au-delà des frontières. Exactement. Et si ce reportage est regardé partout en Afrique et ailleurs aujourd'hui, quel est le message que tu as envie de transmettre? Si c'est regardé par le monde et à l'Afrique, en fait, ils ne sont pas prêts pour ce qui vient. Parce que je trouve en fait que en matière de musique, le Bénin fait partie de l'un des pays qui regorge de plus de talent en termes de musique, de créativité en fait. Si on se déplace et qu'on va dans un autre milieu, on devient toujours les meilleurs et les plus forts. Donc, on n'a qu'à se préparer parce que ça vient fort. Quand Opa chante, ce n'est pas seulement sa voix qu'on entend, c'est toute une génération béninoise qui voyage.
Place maintenant à l'intelligence artificielle qui s'invite de plus en plus dans les univers créatifs. Entre opportunités, questionnements et préservation de l'identité artistique, un atelier de vernissage a réuni artistes et passionnés autour de cette évolution. Reportage Mathieu Sédéméji et Saint-Tiche Quimpon. Peinture, création numérique et échange d'idées. Le temps d'une soirée, artistes et public explorent les défis et les nouvelles possibilités qu'offre l'intelligence artificielle dans la création artistique. Alors l'IA peut servir dans le domaine artistique en facilitant plusieurs tâches, c'est-à-dire il peut faire des recherches, que ce soit des recherches rédactionnelles, d'écriture sur des projets, que ce soit des foires, des expositions à l'international. Parce que l'artiste est souvent limité. L'artiste, lui, il est là juste pour peindre. Et donc, se subdiviser en plusieurs parties, c'est un peu compliqué. Donc, l'IA peut l'aider à alléger ces tâches. Mais si l'IA révolutionne certains usages, elle ne saurait remplacer l'identité culturelle, qui reste profondément humaine. On a des images qui nous parlent du Fa, qui nous parlent de tout ce qui a rapport avec le vaudou. Et c'est juste pour mettre l'accent que l'IA ne peut pas avoir le pouvoir sur la culture ni le Fa. Parce que aujourd'hui, même si on demande à l'IA, crée-nous une image d'une femme africaine dans une case, dans un village, je pense qu'il fera ce qu'il peut, mais pas totalement ce que l'artiste veut. Au détour de ce vernissage, la qualité des œuvres et la pertinence des réflexions suscitées par cette rencontre entre l'art, l'innovation et les nouvelles technologies sont explorées. Nous avons visité l'ensemble des œuvres. Nous avons confirmé l'adage qui soutient que, quel que soit l'âge, la valeur peut compter. Ces jeunes artistes ont montré qu'ils peuvent manger à la table des grands. Il suffit de voir leurs œuvres, de voir les matières avec lesquelles ces artistes-là travaillent et de voir le rendu qu'ils nous ont présenté ce soir. Très intéressant, et ceux qui ont choisi de donner à ces artistes-là leur chance ont raison de le faire. Quand l'art rencontre l'intelligence artificielle, c'est un alliage entre la sensibilité de l'artiste et la technologie pour enrichir sa création. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention et bon dimanche.